Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans Décryptage 360, votre rendez-vous consacré donc aux grandes questions de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la une ce soir, la suspension de l'Union générale des étudiants burkinabés, l'UGEB, une décision des autorités qui relance le débat sur le rôle, les limites et les responsabilités des organisations associatives dans un contexte sécuritaire sensible. Également donc dans cette émission, la menace terroriste qui continue donc de s'étendre en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Plusieurs soldats ont récemment perdu donc la vie dans des attaques terroristes dans le nord du pays. Face à cette situation préoccupante, quelle réponse pour la sous-région? Voilà les principaux sujets de ce numéro et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir donc de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Haro, sociologue et traditionnaliste. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360. Bonsoir madame, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Kaziba TV. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Ouvrons cette émission donc avec cette décision qui continue donc de faire réagir. Le gouvernement burkinabé a annoncé la suspension de l'Union générale des étudiants burkinabés, l'UGEB, dans un contexte marqué donc par les défis sécuritaires. Cette mesure relance plusieurs interrogations. Quelle doit être la responsabilité des organisations associatives en période donc de crise? Jusqu'où peuvent aller la liberté d'expression et d'engagement? Alors, nous avons tous vu la sortie donc récente de l'UGEB. Comment analysez-vous la déclaration faite donc par cette organisation? Ok, déjà il faut savoir que tout mouvement associatif, toute association, tout regroupement de personnes ou de groupes de personnes reste, n'est-ce pas donc, sous l'égide de la loi du pays en question. Et quand l'intérêt supérieur de la nation est menacé, toute association, tout groupe de personnes ou groupe d'associations se doit de défendre l'intégrité territoriale, de défendre les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de la nation d'abord. Alors, cette sortie, pour moi, à mon sens, n'avait pas lieu. Parce que les mots utilisés, les expressions utilisées laissent entrevoir une quelconque malhonnêteté intellectuelle, si on peut le dire, parce que c'est dans le creuset de l'intelligentsia burkinabé à l'université. Et que des étudiants, des futures élites de ce pays se permettent de qualifier la crise sécuritaire que nous vivons de guerre civile, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que même la communauté internationale reconnaît que le pays, la sous-région, l'espace AES en tant que tel, subit des attaques terroristes et orchestrées par des impérialistes qui ont des desseins funestes en vue de déstabiliser nos États. Alors, qualifier ça de guerre civile, qu'est-ce qu'une guerre civile? Je pense que normalement, s'il faisait la définition des concepts, il devait peser les mots. Mais c'est fait à dessein. 1. 2. Dans la même déclaration, ils ont minimisé les efforts consentis, non seulement par le peuple, à travers la mobilisation, à travers la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières, à travers le fonds de soutien patriotique, que tout un chacun contribue à son niveau, à travers les contributions volontaires, à travers les différentes taxes et impôts ajoutés sur les produits que le peuple a consenti de payer. Et on voit ce que ça contribue, ce que ça donne comme effort dans l'acquisition du matériel, dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des combattants. Alors, négliger ces efforts-là, ça participe, n'est-ce pas donc, à la démoralisation des troupes. Parce que dire que rien n'est fait, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle. Et qu'est-ce qui est visé au fond? À la fin, qu'est-ce qui est voulu? C'est ça au fait. Est-ce pour amener la population à se soulever ou à démoraliser les troupes pour pouvoir permettre à l'ennemi d'atteindre ses objectifs funestes? Là, c'est là que se trouve la question. Et derrière cette UGEB, derrière cette déclaration de ce groupe, qu'est-ce qui se cache? Qui tire les ficelles en réalité? Le président l'a bien dit, que chacun fasse attention. Je pense qu'à la rencontre avec les étudiants à l'université d'Ouagadougou et l'université Joseph Kizerbo, il l'a bien dit. S'ils viennent avec l'argent et ils vous disent de faire cela, prenez, bouffez et ne faites rien.
Parce que tous ceux qui vont se laisser manipuler et qui vont se laisser entraîner dans ça, seront récupérés et alignés et ils seront fouettés comme les autres. Donc, du même coup, en minimisant les efforts du peuple, en tentant de saboter les efforts de nos combattants, qui n'est plus à démontrer parce que ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire savent. La guerre, on ne va pas tout azimut. Et ça, c'est une guerre asymétrique où ça nécessite l'implication de tout le monde. Donc, les mouvements associatifs en temps de crise doivent d'abord participer en tant que des citoyens à la défense de la nation. C'est parce qu'il y a nation qu'il y a mouvement associatif. S'ils disent Union générale des étudiants du Burkina, c'est parce qu'il y a Burkina qu'il y a Union générale des étudiants. Tout à fait. Si le pays sombre, ces universités seront transformées en autre chose. Et je ne pense pas qu'ils vont encore exister, l'Union générale des étudiants du Burkina. Alors, ce type de déclaration n'est pas une première. Il y a eu plusieurs autres déclarations. Selon vous, quelles peuvent être l'intention réelle visée donc par cette structure? Pourquoi cette position? Et il faut remonter dans l'historique des mouvements associatifs, surtout le cas de l'UJEP. Et voilà, on sait un peu de quelle tendance ils sont. Et il faut dire que la coloration varie en fonction du parti qui est là, en fonction des dirigeants. On l'a vu sous certains dirigeants, hein, sous Blaise, on a vu beaucoup d'alignement. Maintenant, quand ils n'arrivent pas, quand ceux qui dirigent, pas toute la structure, quand ceux qui sont au devant n'arrivent pas à avoir ce qu'eux, ils veulent, ils se laissent manipuler. Et vous avez remarqué qu'il y a eu un autre communiqué de la part de l'Union des délégués élus des étudiants du Burkina qui s'est désolidarisé carrément de cette déclaration de l'UJEP. Donc, ça veut déjà dire que on a des strates et que c'est un groupuscule qui a décidé de faire sortir ce communiqué sans pour autant forcément avoir consulté la base pour venir faire ces déclarations. Ces déclarations qui, à mon sens, sont la résultante d'une manipulation et qu'ils ont agi, à mon sens, comme des marionnettes qui s'agitent quand le maître tire les ficelles en dessous. Donc, l'intention, c'est 1, dénigrer le pouvoir en place, 2, et décourager le peuple, démoraliser les troupes. Ce qui est extrêmement dangereux dans une situation de défi sécuritaire comme nous le traversons actuellement. Il fallait une union sacrée et il faut une union sacrée pour combattre ces délinquants-là, pour combattre ces bandits qui sont en train de détruire notre pays. Et des étudiants, le creuset, j'insiste là-dessus, le creuset de l'intelligentsia qui se permet de confondre les termes terrorisme et guerre civile qui oppose qui à qui? Non. Guerre civile, dans les villages où c'est possible, ce sont les populations qui s'engagent comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie, pour aller défendre leur patrie. Et je pense qu'à l'appel du président, il y a eu plus de candidats même qu'il ne pouvait recruter. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt. Dire que c'est une guerre civile, non. C'est avec des intentions malveillantes. Alors, pour finir donc avec ce sujet, en période de crise sécuritaire, quel rôle les associations et mouvements syndicaux doivent-ils jouer pour préserver donc la cohésion nationale et éviter les tensions? Ok, en pareille circonstance, la première des choses, c'est de faire vibrer la fibre patriotique. Okay. Ça, c'est le strict minimum. Ce n'est pas pour rien que le président a fait changer la devise du pays en passant de unité, progrès, justice à la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, ça veut dire quoi? Chacun met ses intérêts personnels et égoïstes et les intérêts personnels et égoïstes de son groupe, de son association, de côté pour placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. C'est ce qui se passe avec les grands peuples. L'Iran, on a vu l'opposition iranienne qui a appelé toute la population à se mobiliser contre l'agression. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Donc, les mouvements associatifs, les groupements d'associations ont pour rôle mobilisation de leur base, rester aux côtés de l'État, rester aux côtés de nos forces de défense et de sécurité,
sensibiliser les populations à alerter, à se battre, à s'engager pour défendre la nation. Parce que c'est parce qu'il y a une nation que ces mouvements associatifs existent. Tant qu'il n'y a pas de nation, il n'y a aucun mouvement associatif, il n'y a aucun regroupement possible. Ça sera la débandade totale. Donc, chacun devait jouer son rôle dans la mobilisation, la sensibilisation, l'engagement patriotique et la détermination pour se battre jusqu'au bout. C'est ça la partie où nous vaincrons. Voilà qui est bien dit, ce qui nous permet donc de passer au second sujet. Merci pour ces précisions et éclairages. Nous restons donc dans les questions sécuritaires, donc, mais cette fois-ci à l'échelle régionale. Terrorisme en Afrique de l'Ouest. La menace terroriste continue donc de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, plusieurs soldats ont récemment été tués donc dans des attaques terroristes dans le nord du pays. Une situation donc qui confirme que l'insécurité ne concerne pas uniquement les pays du Sahel, mais touche désormais l'ensemble de la sous-région. Face donc à cette progression inquiétante des groupes armés, les États ouest-africains donc sont interpellés à renforcer donc leurs stratégies sécuritaires et leur coopération. Alors, Monsieur Henro, les récentes attaques contre l'armée béninoise traduisent une progression du terrorisme donc vers les pays côtiers. Comment expliquez-vous donc cette nouvelle dynamique sécuritaire donc dans la sous-région? Tout d'abord, je m'incline devant la mémoire des soldats et combattants béninois tombés, et ainsi que tous ceux qui tombent au nom de la défense de leur patrie. Et je présente mes condoléances au peuple béninois et à la nation béninoise. Alors, cela nous rappelle que aucun pays n'est à l'abri de leaders terroristes. Parce que plus ils sont acculés dans une position, plus ils vont reculer et migrer vers d'autres positions. Ces mouvements terroristes, ces groupes terroristes ont des cellules dormantes un peu partout. Ils ont eu le temps d'infiltrer. Le Burkina regardait le Mali en son temps. Ouais, c'était au Mali, c'est au nord. Ça a progressé jusqu'à s'installer au Burkina. Le Burkina a crié plusieurs fois, alerté plusieurs fois sur une stratégie régionale vraiment pour contrecarrer, pour combattre le terrorisme. Et ça n'est suivi que le Burkina, le Mali et le Niger étaient obligés de faire une coalition pour se mettre dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et de quitter la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la CEDEAO avait une politique sécuritaire qui n'arrangeait pas, qui ne leur permettait pas de combattre efficacement le terrorisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina a une frontière avec le Bénin. À la partie nord du Burkina, fait frontière avec la partie nord du Bénin, fait frontière avec le Burkina. Le Bénin a une frontière avec le Niger. Le Bénin a une frontière avec le Nigeria. Au Nigeria, il y a Boko Haram. Il y a le Jenin qui opère au Niger et au Burkina, précisément à l'est du Burkina, qui fait frontière avec le Niger. Nos forces combattantes mènent des frappes, mènent des combats, mènent des opérations fructueuses. Et face à la force du feu de nos forces combattantes, ces groupes terroristes n'ont de choix que de migrer, de bouger pour échapper. Et où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont se replier vers les territoires où il y a des frontières poreuses. Il leur faut du territoire pour installer leur base. Donc, étant acculés dans la partie est du Burkina, ils vont descendre au Bénin. Je pense que l'État burkinabé, nos dirigeants avaient appelé le gouvernement béninois en son temps à une coopération et partage d'informations pour se battre ensemble, pour lutter ensemble. Et je pense que les dirigeants de la CEDEAO l'ont compris. Ils l'ont compris tout récemment. Je pense que tout récemment, la diplomatie a repris. On ne reparle plus du retour de l'AES au sein de la CEDEAO, mais on parle maintenant de collaboration, de coopération avec l'AES. Je pense qu'il y a l'émissaire, négociateur, émissaire de la CEDEAO qui a séjourné tout récemment dans notre pays et qui a échangé avec le président du Faso sur ces impératifs-là. Donc, ça veut dire que les pays côtiers, aucun pays frontalier d'un pays touché par le terrorisme n'est à l'abri du terrorisme. Alors, vous l'avez tantôt parlé de coopération, surtout avec la CEDEAO. La lutte contre le terrorisme nécessite-t-elle désormais donc une coopération plus forte entre les États de l'AES et ceux de la CEDEAO, malgré donc les tensions politiques actuelles? Alors, la collaboration est nécessaire, c'est un impératif obligatoire.
Parce que si les États de la CEDEAO, les autres États de la CEDEAO, qui font frontière avec les pays de l'AES, refusent de collaborer, quand les terroristes seront acculés, chassés, boutés hors des frontières de l'AES, ils vont retrouver refuge dans ces pays-là. Et aujourd'hui, chez nous, on dit, quand la case de ton voisin brûle, prend feu, il faut l'aider à éteindre pour que le feu ne se propage pas jusqu'à ta case. Mais t'arrêter, observer, c'est se mettre en péril. Alors, il faut une coopération et une collaboration franche et directe. Et honnête, surtout. C'est très important. Parce que la collaboration franche et honnête nécessite quoi? Le partage de renseignements, le partage de l'information et la coordination des opérations militaires, comme on le fait au sein de l'AES. On l'a vu lors de l'attaque du 25 avril au Mali. L'AES est une force conjointe. Et la riposte a été organisée. Aujourd'hui, si nous avions des attaques simultanées, coordonnées, les terroristes seront pris en étau entre les différentes frontières des différents pays. Et ils n'auront d'autre choix que de déposer les armes ou de périr ou d'arrêter leurs actions. Par contre, s'il y a une coopération hypocrite, il y a des pays qui vont servir d'arrière-base à ces terroristes-là qui, rappelons-le, ne négocient pas. Ils ne connaissent pas leurs bienfaiteurs d'hier. Non. Et pour suivre leurs objectifs, tant qu'ils n'ont pas leurs intérêts, ils vont continuer à attaquer. Donc, la coopération franche, directe, sans hypocrisie, est nécessaire. Alors, on est un peu pris par le temps. En bref, au-delà donc de l'approche militaire, quelles solutions durables faudrait-il mettre donc en avant pour freiner durablement l'extension donc du terrorisme dans la sous-région pour vous? Et je pense que dans ce sens, il y a les questions de développement. Okay. Faut pas se leurrer. Et la pauvreté, le sous-développement, la misère est un terreau favorable à l'expansion du terrorisme parce que c'est au sein des populations démunies, désœuvrées, que les terroristes recrutent leurs combattants. Donc, le chantier du développement, notamment au niveau de l'éducation, c'est très important. Au niveau de l'éducation et la présence de l'État, l'accentuation sur les chantiers de développement, l'offre de l'emploi, permettre le développement des différentes activités, y compris le secteur informel, permet à tout un chacun, n'est-ce pas donc, de se mettre à l'abri. Ce n'est pas le tout militaire. Il y a aussi que les leaders, qu'ils soient religieux, coutumiers et politiques et tout, doivent se mettre à l'idée qu'il faut sensibiliser, informer et éduquer le peuple à l'engagement patriotique, à la défense de sa patrie. Un peuple uni et engagé pour la défense de sa patrie devient un rempart contre toute agression. Donc, c'est très important cela. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Henro, pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes sociologue et traditionnaliste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Ainsi s'achève ce numéro de Décryptage 360 entre gouvernance, liberté associative et défis sécuritaires. L'actualité nous rappelle que le dialogue, la responsabilité et la coopération demeurent essentielles pour préserver la stabilité de nos États. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Décryptage 360. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite de programmes sur nos pages Facebook. Bonsoir à tous.